Eh bien, je ne vous parlerai pas de Louis XVII ce soir, pardonnez-moi, vous qui m'avez écrit, mais justement, vous avez été très nombreux à m'écrire. Alors, parmi vos lettres, il y en a qui ne me paraissent pas, au point de vue de l'histoire, extrêmement intéressantes, mais il y en a quelques-unes qui m'ont entraîné à prendre des contacts et à étudier réellement les pistes qu'on me propose. Mais vous imaginez bien que c'est assez long, et ce n'est que le mois prochain que je pourrai essayer de faire avec vous le bilan de cette recherche sur Louis XVII. Ce soir, je vais vous emmener beaucoup plus près de nous, puisque l'histoire que je vais vous raconter commence très exactement à l'automne de 1942 en Amérique, à 30 km de la frontière canadienne, à 500 km au nord de New York, dans un pénitencier. Ce pénitencier, évidemment, a été construit dans un pays de climat si rigoureux que, au lieu de l'appeler Clinton Prison, les pensionnaires forcés l'appellent Sibéria. Et c'est là qu'un jour de 1936, on a conduit un homme qui venait d'être condamné à New York à 30 ans de prison au moins et 60 ans de prison au plus, autrement dit la perpétuité. Et cet homme-là, depuis 1936, est au pénitencier de Sibéria. Nous sommes en 1942, il y est depuis 6 ans. Cet homme-là porte un nom qui évite bien des explications, il s'appelle Lucky Luciano, autrement dit l'un des plus grands parmi les chefs de la pègre américaine et surtout l'une des têtes de la mafia américaine. Et ce jour-là, de l'automne 1942, une voiture s'arrête dans la neige devant le pénitencier, un homme en descend, il va voir le directeur, il est reçu avec beaucoup d'égards, c'est un avocat. Il s'appelle Moses Polakov et il obtient d'emblée de voir Lucky Luciano seul à seul, ce qui est une infraction totale au règlement qui veut que 2 gardiens assistent à toute visite. Alors pourquoi cette infraction? Pourquoi cette rencontre? Moses Polakov ne vient pas parler de droit. Ce n'est pas en tant qu'avocat venant rencontrer un client qu'il est là. C'est pour faire une proposition à Lucky Luciano. Il vient au nom du gouvernement américain lui proposer de servir l'effort de guerre des États-Unis d'Amérique. Et ceci dans le cadre d'une organisation bien particulière, puisque c'est précisément la mafia. Alors la mafia, voyez-vous, c'est la Sicile. C'est là qu'elle est née. On ne sait pas à quelle époque, probablement au XIIIe siècle. Et cette société secrète du banditisme domine depuis la Sicile. Elle a passé à travers tous les régimes, à travers toutes les occupations, et ses membres, quand ils y pénètrent, doivent jurer sur l'effigie d'un saint d'observer jusqu'à la mort le silence sur les autres membres de la mafia. Et ils répandent quelques gouttes de sang sur l'effigie du même saint. Et cette loi du silence, c'est l'omerta, qu'on peut traduire par noble silence. Et cette loi, personne, jamais, n'en est venu à bout, aussi bien en Italie, en Sicile, qu'en Amérique. Et oui, en Amérique. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'au XIXe siècle et qu'au XXe siècle, des millions d'Italiens, de Siciliens, ont franchi la mer pour se rendre en Amérique. Comment, parmi tous ces gens-là, des membres de la mafia ne seraient-ils pas eux aussi, ne se seraient-ils pas eux aussi rendus aux États-Unis? Et c'est en 1860 qu'on discerne déjà un groupement de la mafia aux États-Unis. En 1890, la mafia fait assassiner un chef de police à la Nouvelle-Orléans. C'est son premier crime reconnu, crime d'influence politique. Et dans les 20 premières années du XXe siècle, la mafia, en tant qu'organisation, prend place solidement à travers les États-Unis. Ensuite, ce sont les années 20 et bien sûr l'apogée de la mafia. Parce que jusque-là, elle s'occupe de prostitution, elle s'occupe de stupéfiants, elle s'occupe de raquettes, et tout à coup, c'est la contrebande de l'alcool qui va porter sa fortune à des niveaux jamais atteints. Et vers la fin des années 20, c'est un homme qui règne sur la mafia, un vieux de la mafia qu'on appelle Joe the Boss.
Mais dans l'ombre, il y a des jeunes mafiosi. Et, bien entendu, ces jeunes gens contestent les vieux. Il y a là Frank Costello, il y a là Salvatore Marzano et il y a là Lucky Luciano. Lucky Luciano, sicilien d'origine, américain d'adoption, à 17 ans, sa première arrestation, libéré presque aussitôt et ensuite il gravit toutes les marches de l'escalier du crime. Et on peut dire que, en 1929, il y a d'une part le boss, le vieux, et les trois autres qui attendent. Et je pense que ce n'est pas par hasard qu'un jour, Joey the Boss, ouvrant la porte de son appartement, tout à coup voit un homme sortir une mitraillette, 4 balles, il gît à terre, il n'est pas mort. Et bien entendu, les trois jeunes sont là qui présentent leurs condoléances, leurs regrets. On fait la paix provisoirement et puis on recommence à se battre. Et un beau jour tout de même, on se retrouve. Et Lucky, notamment Lucky Luciano, vient voir le boss. Pourquoi d'ailleurs s'appelle-t-il Lucky? Quand il est arrivé en Amérique, c'était Carlo Luciano. Mais un jour, il a été arrêté par un gang rival. On l'a traîné dans un lieu éloigné et là, on a voulu lui faire avouer où étaient les réserves d'alcool de la mafia. Et là, on l'a torturé pendant des heures et des heures, des supplices abominables. Il n'a pas parlé, l'omerta. Et le lendemain, on a trouvé, non pas un cadavre, et c'est ça l'extraordinaire de l'affaire, mais un homme inconscient, couvert de blessures, d'horribles ecchymoses. Les médecins ont dit qu'il allait mourir, il a survécu, et c'est depuis que Carlo est devenu Lucky Luciano. Et oui, il était heureux d'avoir vécu. Et Lucky vient voir Joey et lui dit, écoute, boss, on va faire la paix, c'est trop bête. 100 de nos camarades sont encore morts à New York, et ils sont tous de la mafia. On va faire la paix définitivement. Et pour sceller cette paix, on va faire un grand déjeuner qui a lieu dans un restaurant de New York. Les deux hommes se connaissent mieux pendant ce déjeuner, sympathisent énormément, et même à la fin du repas, il n'y a plus de clients dans le restaurant, tellement on a parlé, tellement on a mangé, tellement on a bu. Les deux hommes font une partie de crapette à deux, le jeu sicilien, quel symbole. Et puis, Lucky s'aperçoit, mon Dieu, il est tard, il va téléphoner, et il s'attarde. Il va ensuite se laver les mains très longuement, il parle avec la dame préposée, et puis il rentre avec une grande tranquillité dans le restaurant. Il n'a rien vu, bien sûr, rien entendu. La dame préposée peut en témoigner, mais il trouve là, allongé sur la moquette, le cadavre de Joey the Boss, qui est devenu une véritable écumoire. Il y a donc maintenant 3 chefs de la mafia. C'est un de trop parce que Salvatore, le troisième, est découvert quelques jours plus tard, la gorge tranchée. Et là, Frank Costello et Lucky Luciano décident de ne pas aller plus loin. Honnêtement, bourgeoisement, tranquillement, en braves garçons qu'ils sont, qu'ils jurent être, ils se partagent l'empire du crime aux États-Unis. En 1935, Lucky Luciano est considéré comme milliardaire en dollars. C'est un homme tout-puissant. Il habite au Waldorf Astoria, l'appartement qu'on réserve aux rois. Il règne sur la drogue et la prostitution. Et à New York seulement, 1000 filles travaillent pour Lucky. Et ces 1000 filles, pour la plupart, sont droguées. Et vous voyez le rendement, l'efficacité scientifique, ce que voulaient justement les jeunes, réformer la mafia. Eh bien, ces filles, pour acheter de la drogue, il leur faut des dollars. Et elles ont besoin de drogue, car elles l'achètent à Lucky, la drogue. Mais pour avoir les dollars, il faut bien qu'elles se prostituent, et elles se prostituent au bénéfice de Lucky. Vous voyez, il fallait y penser, en plus elles vendent de la drogue aux clients, il n'y a pas de petit bénéfice. Alors en 1935, Lucky est au comble de sa puissance, et tout à coup on commence à parler de lui, à s'attaquer à lui. Il est étonné, il a tant d'amis magistrats, il a tant d'amis politiciens, comment est-ce possible? Et on l'attaque. Et il prend peur, il quitte New York, et à ce moment-là, l'homme qui a juré de déclarer la guerre à la corruption, Thomas Dewey décide de s'en prendre
à l'inviolable, à Lucky Luciano. Et il fait arrêter 110 prostituées, il les convainc de témoigner contre Luciano, disant Luciano est maintenant battu, Luciano ne peut plus rien contre vous, sans doute aussi les a-t-on privés de drogue, c'est malheureuse, et elles ont parlé pour en avoir. Et elles osent, après l'arrestation de Lucky, que Dewey prend à son compte, ces femmes-là osent venir témoigner au tribunal et elles dépeignent des choses abominables. Femmes enlevées, femmes détenues de force, le cercle vicieux de la drogue et de la prostitution, celles qui veulent s'en échapper, sont torturées ou même tuées. Et les juges condamnent, malgré les dénégations de Lucky qui affirme, enfin tout ça est une machination, tout le monde sait que je suis un honnête citoyen américain. On le condamne donc, je vous l'ai dit, 30 ans au moins, 60 ans au plus, autrement dit, il finira ses jours au pénitencier de Sibérie. Eh bien non, puisque en 1942, Moses Polakov arrive à Sibéria et le voit seul à seul. Alors qu'est-ce que se sont dit ces deux hommes? Vous savez, on a beaucoup romancé autour de cette affaire, il faut se garder justement des versions romancées, il y en a eu en Amérique, il y en a eu en Italie. Je crois qu'il faut essayer de serrer les textes. Et nous avons d'abord une déclaration du sénateur Kefauver qui a été d'ailleurs, vous le savez, candidat à la présidence des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, et qui a été surtout président de la commission d'enquête sur les activités pendant la guerre. Et c'est en tant que président de cette commission d'enquête qu'il a eu à connaître du cas de Luciano. Et nous lisons sous sa plume, et c'est très important, les actes de collaboration entre Lucky Luciano et le gouvernement américain sont indéniables, et l'intervention de Lucky Luciano ne doit pas être sous-estimée. Voilà tout de même un satisfecit qui nous permet d'avancer en terrain solide. Et puis nous avons le témoignage de George White, qui lui a été à la tête de la lutte contre la drogue, et qui comme tel naturellement connaît tous les rois de la drogue. Et c'est lui, il en a témoigné, qui a servi d'intermédiaire entre les rois de la drogue, les rois de la pègre et Lucky Luciano. Et c'est lui qui a envoyé Moses Polakov à Sibéria. Et puis enfin, nous avons le récit de Moses Polakov, qui nous a raconté ses entrevues avec Lucky Luciano. Et on peut reconstituer assez bien la démarche de cette affaire, comme l'a fait d'ailleurs dans un livre récent Victor Alexandrov, qui vient de publier un ouvrage qui s'appelle La Mafia et qui s'occupe, entre autres, histoire extraordinaire, de celle-ci, qui est probablement la plus extraordinaire. Alors Moses Polakov et Lucky Luciano sont face à face. Bonjour Lucky. Bonjour Moses. Voilà. Ça n'est pas comme avocat que je suis venu te voir. C'est des gens de Washington qui m'envoient. Ah bon? Quels gens? Le gouvernement. Et qu'est-ce qu'on me veut? On veut savoir si la mafia américaine, comme on dit, et la mafia sicilienne ont des rapports entre elles. Oui, naturellement, c'est connu. On veut savoir si toi, et on sait que tu es l'un des chefs de la mafia américaine, tu serais capable d'obtenir quelque chose des chefs de la mafia sicilienne. Ça dépend. Quoi? Eh bien voilà Lucky. Les Américains ont débarqué, on a débarqué Lucky, en Afrique du Nord. Et puis maintenant on va passer à la Sicile. Alors, Lucky, tu me vois venir. Est-ce que la mafia sicilienne pourrait aider l'Amérique au moment du débarquement? Est-ce que tu peux entrer en rapport avec eux? Est-ce que tu peux obtenir leur collaboration? Eh bien, il faut voir, Moses.
Maintenant, il faudrait savoir ce qu'on m'offre. Loki, je suppose qu'il y a quelque chose qui t'intéresse plus que tout, ta liberté. Je pense qu'elle est au bout. Eh bien, d'abord qu'on me transfère ailleurs. J'en ai assez, moi, de Sibéria. Et ça, ce sera le signe qu'on veut vraiment travailler avec moi. Et voyez-vous, comme il y a des hasards dans la vie, quelques jours plus tard, Lucky Luciano quitte Sibéria. Il est transféré dans un pénitencier près d'Albany, capitale de l'État de New York, Great Meadows. Et il faut dire que Great Meadows, par rapport à Sibéria, c'est un petit paradis. Et là, il reçoit énormément de visites, des fonctionnaires de la Naval Intelligence Service et aussi des gangsters, notamment le fameux Joey Adonis, encore un Sicilien, bien sûr, qui a énormément d'amis en Sicile. Et même, ce sont ses camarades de détention qui l'ont raconté depuis. Eh bien oui, notre ami, pardon de l'appeler notre ami, je plaisante, Lucky Luciano obtient l'autorisation de quitter quelques jours le pénitencier. Ça n'est quand même pas fréquent. Et les liens se tissent, les liens se nouent entre la mafia américaine et sicilienne dans un but très précis, le débarquement en Sicile. Elle a la vie dure, cette mafia sicilienne, parce que depuis l'avènement au pouvoir de Mussolini, on a tout fait pour la détruire. Mussolini a envoyé en Sicile un préfet à Poigne, nommé Mori, qui a fait arrêter les mafiosi par centaines. On les a jetés dans des cages, on les a jugés, on les a condamnés à des centaines d'années de prison, et pourtant la mafia a survécu. La fameuse omerta a opéré. Et en 1942, la mafia a un chef respecté, vénéré, et qui s'appelle Don Calò. Don Calò, un homme, un petit paysan de Villalba, petite localité au centre de la Sicile. Don Calò, dont le frère est curé, parce que quand on est un petit paysan sicilien et qu'on n'a pas d'argent pour s'élever, on peut devenir curé. Mais on peut aussi devenir membre de la mafia. Et c'est ce qu'a choisi Don Calò. À 17 ans, il commet son premier meurtre. Vous voyez, Luciano avait été arrêté, lui, à 17 ans. C'est le bel âge pour ces gens-là. Et puis, en 1914, la fortune de Don Calò, l'importance de Don Calò est déjà si grande que c'est lui que le gouvernement italien charge de la réquisition des chevaux et des mulets pour l'armée pour faire la guerre. Et naturellement, il fournit des chevaux volés. Il y aura un scandale énorme après la guerre. On le jugera. Et tous les témoins qu'on avait rassemblés viendront jurer à la barre que Don Calò est le plus honnête homme du monde, que Don Calò est parfaitement innocent. Et toute la vie de Don Calò, cela se passera ainsi. Avec la fortune gagnée, il devient propriétaire terrien, il assure ses positions en Sicile, et en 1942, il est tout prêt, il est là, il attend, grâce à Vito Genovese, un autre grand gangster américain, qui lui a pris les devants, et déjà en Italie, qui agit au nom de Luciano et d'Adonis. Don Calò est prêt. Il attend quoi? Il attend le débarquement, il attend les Américains. Et ils arrivent, les Américains, ils arrivent très exactement le 10 juillet 1943. L'opération qu'on a appelée l'opération Husky, a été décidée à la conférence de Casablanca. Et dès lors, on la prépare depuis des mois. Les Anglais, eux, ont préféré négocier par l'intermédiaire d'agents secrets avec la grande noblesse terrienne de Sicile.
Ils ont tort. Les Américains, nous venons de le voir, ont préféré négocier avec la mafia, et ils ont raison. Parce que la suite des opérations va montrer que les Américains, grâce à la mafia de Lucky Luciano, à la mafia de Don Calò, que les Américains vont pouvoir progresser facilement à travers la Sicile et conquérir rapidement les positions qui leur ont été dévolues. Quand on regarde la carte de Sicile, il faut savoir que c'est ici, autour de Gela, que les Américains avaient établi le 10 juillet leur tête de pont, à peu près dans cette zone. Les Anglais et les Canadiens, eux, débarquaient ici, au sud, et ont établi leur tête de pont jusqu'à Syracuse, à peu près jusqu'à Syracuse. Il y avait également un contingent français. Et le but des Américains était d'abord de faire ici leur jonction avec les Anglais. Ensuite, les Américains devaient foncer vers Palerme et les Anglais, ici, vers Messine. Les Américains ayant pris Palerme devaient suivre la côte et rejoindre les Anglais à Messine. Mais voyez-vous, alors qu'ici, justement, c'est de la plaine et on peut avancer relativement facilement, ici c'est de la montagne, et une montagne bien défendue. Et on se bat très mal en montagne, difficilement. Or, les Anglais vont mettre 5 semaines en perdant beaucoup de monde pour prendre Messine. Les Américains vont mettre 7 jours pour traverser toute la montagne et ils perdront peu de monde. Le général Patton, c'est lui qui commande ici, c'est le général Montgomery qui commande ici. Le général Patton dira « Nous avons accompli la plus courte blitzkrieg, guerre éclair, de l'histoire ». Bien sûr, on peut parler de différences dans les défenses en plaine. On peut, bien sûr, avec des unités blindées, retarder plus facilement l'avance d'un corps expéditionnaire. Mais en montagne, il y avait aussi des défenses. Mais la différence essentielle, je crois qu'elle s'écrit ici, à Villalba. À Villalba, où réside toujours Don Calò, à Villalba que va survoler le 12 juillet, 2 jours après le débarquement, un petit avion qui laisse tomber un parachute. Dans ce parachute, il y a un paquet et ce paquet contient des mouchoirs. Des mouchoirs? Eh oui, des mouchoirs jaunes. Et ces mouchoirs jaunes sont ornés d'un grand L noir. Et ces paquets, on va l'apporter à Don Calò. Et Don Calò comprendra immédiatement. Il sait que ce L, c'est le L de Lucky Luciano. C'est le bonjour du chef de la mafia américaine au chef de la mafia sicilienne. Et aussitôt, le jour même, le soir même, un messager quitte Villalba pour avertir les autres chefs de la mafia de se mettre sur le pied de guerre et d'être prêts à aider les Américains. Et 2 jours plus tard arrivent à Villalba 3 chars américains. Et le premier porte une hampe de drapeau près de la tourelle. Ce n'est pas le drapeau étoilé qui flotte à cette hampe, c'est un drapeau jaune avec un grand L. La colonne avancée américaine se range d'autorité sous la bannière de Lucky Luciano. Et donc Calò, toujours bonhomme, avec ses 66 ans, son gros ventre, ses bretelles, monte sur le premier char, son neveu monte sur le second char, et ils partent à travers la montagne. Don Calò va éclairer toute l'avance américaine et donner ses ordres partout pour faciliter cette avance. Et l'influence de la mafia s'exercera à un moment crucial qui est celui-ci. Vous voyez cette position, Camaratas, c'est une ville, certes, mais c'est surtout un mont. Et ce mont est formidablement défendu. Et ce mont va se trouver dans une seule nuit déserté par la presque totalité des troupes. Le reste va se rendre aux Américains
Et tout cela parce que la mafia est venue et a dit on vous conseille de déserter. Le chef italien, le colonel Salemi, un dur à cuire, courant en voiture chercher des renforts, sera arrêté lui aussi par la mafia, qui le mettra à l'abri avec beaucoup de courtoisie. Alors c'est fini, la Sicile est prise, Don Calo, au cours d'une prise d'armes sur la place de Villalba, est nommé par les Américains maire de toute la région et en même temps chargé du ravitaillement. On lui donne des camions, de l'essence, et bien entendu, ce n'est pas le ravitaillement, mais le marché noir qu'il organisera. En 1947, Don Calo mourra parfaitement vénéré, admiré, et son faire-part, admirable pièce de poésie, se termine ainsi. Après les pleurs de rigueur, pour tous ses amis, Don Calo était un gentilhomme. Et Lucky Luciano. Eh bien, Lucky Luciano attendait lui aussi la récompense. Elle est arrivée. En 1946, on l'a libéré. Et c'est le même Thomas Dewey qui avait déclaré en 1936 Lucky Luciano est le pire criminel, le plus bas criminel dont l'histoire du crime ait gardé le souvenir. C'est le même Thomas Dewey qui signe sa libération. On va le conduire sur un Liberty Ship jusqu'à Naples. Il y aura une foule immense à New York sur le quai pour voir partir cette vedette de l'actualité, et il devra même donner une conférence de presse. Frank Costello sera là, et les deux grands gangsters s'embrasseront, et le public étouffera, essuiera une larme. À Naples, Lucky Luciano jure qu'il va finir ses jours dans l'honnêteté, il vit de ses rentes, d'ailleurs les rentes sont colossales. La mafia a placé les fonds dans le monde entier, la mafia est une organisation scientifique et financière, mais Luciano dit que lui s'intéresse à la science, il subventionne des inventions, il s'en occupe, se fait photographier avec des ingénieurs, mais Interpol sait parfaitement que Lucky Luciano s'occupe toujours de stupéfiants, qu'il est toujours le chef et le roi de la mafia. Un jour de 1962, il va à l'aérodrome de Naples, et là, il boit un chocolat, puis un verre d'eau, et tout à coup, il tombe. Comme une masse, il est mort, il est là sur le marbre de l'aérodrome. Les médecins parleront de crise cardiaque, d'autres diront que quand on s'occupe de stupéfiants, on se fait des ennemis, et que, mon Dieu, peut-être que cette mort n'est peut-être pas aussi naturelle qu'on l'a dit, mais on ne le saura jamais. En réalité, il est mort, et c'est le principal pour lui, en tous les cas. Et il va avoir des obsèques dignes de son rang dans une des grandes églises de Naples, avec tout le faste de cette religion catholique dans laquelle il était né. Et là, on verra sa famille, on verra des gens venus d'Amérique, aussi bien que de Sicile, et aussi, disons-le, beaucoup de mafiosi. Après l'office, on portera son cercueil dans le char funèbre, tiré par 8 chevaux empanachés. On le conduira vers sa dernière demeure, le cimetière anglais des environs de Naples. Anglais peut-être parce qu'il voulait rendre un dernier hommage à cette Amérique où la fortune et la gloire lui étaient venues. On a su depuis que le FBI avait envoyé des photographes aux obsèques de Lucky Luciano. Voyez-vous, je ne pense pas que c'est par sentiment. Je ne pense pas que c'est pour avoir dans les archives un dernier souvenir de celui qui avait été l'empereur du crime. Voici le frère de Lucky Luciano. Non, je crois surtout, voyez-vous, qu'il fallait photographier avant tout l'assistance. Parce que dans cette assistance, il y avait peut-être le successeur de celui
qui non seulement avait facilité, et je crois que l'histoire doit le reconnaître, le débarquement allié en Sicile, mais de celui qui, empereur du crime, avait nécessairement un héritier, celui qui règne maintenant sur celle qui demeure toute puissante, la mafia.